Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de ce retour de l'inflation. On a eu les chiffres hier qu'on a commentés ici de l'inflation en France sur le mois d'août, quasiment 2% de hausse. On parle beaucoup évidemment de l'impact, dans quelle mesure ça va grignoter notre pouvoir d'achat. Mais on parle moins d'un poste qui pèse de plus en plus haut dans ce qu'on appelle dans notre budget et nos dépenses contraintes. C'est le logement. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour David. Béatrice Mathieu pour l'Express, merci d'être là avec nous. Pour vous, c'est un angle mort en économie, entre guillemets, dans le débat qu'on a autour du pouvoir d'achat. C'est ce coût du logement qu'on sait qui est élevé et qui ne cesse de progresser. Tout à fait. C'est l'angle mort d'un autre débat qui est en train de monter en cette sortie de pandémie, c'est la question des salaires. Elle est de plus en plus d'actualité. On voit que la campagne présidentielle est bien lancée. C'est Bruno Le Maire qui, à chaque sortie ou chaque rencontre avec des journalistes ou des experts, dit qu'il y a un problème sur les salaires, qu'il va falloir augmenter les salaires et notamment les bas salaires. C'est lors des réunions du MEDEF, Jean-Paul Haut-Bézieux qui est revenu sur le sujet. Et c'est Valérie Pécresse qui, il y a quelques jours, a proposé une baisse des cotisations. De baisse, en fait, des cotisations de façon à augmenter de 10% le salaire net. Ce qui coûte 25 milliards d'euros, encore une fois, en termes de manque à gagner, en termes de cotisations, soit dit en passant. Voilà, et qui serait financé en partie par un recul de l'âge de la retraite à 65 ans. Alors, cette question des salaires et du pouvoir d'achat, elle est d'autant plus surprenante que finalement, le pouvoir d'achat n'a pas été très amputé par la pandémie. Il a même continué de progresser grâce en moyenne au quoi qu'il en coûte. Mais si on élargit un petit peu la focale, on voit que ce débat, il est vrai évidemment en France, mais il est vrai aussi en Allemagne. Aujourd'hui, il y a une grève très importante à la Deutsche Bahn dans un pays où en général on ne fait pas grève, elle est même sur plusieurs jours. Et cette question du salaire est vraie aussi aux États-Unis. Et on a l'impression quand même que dans ce monde occidental, la grande modération des salaires, qui a été liée aussi à la mondialisation, telle que la mondialisation s'est construite sur les 25 dernières années, eh bien cette grande modération est peut-être en train de se terminer avec une nouvelle forme de mondialisation qui est en train de s'ouvrir. Mais si on revient là en France, la question de vivre dignement de son salaire, elle est présente aujourd'hui, elle était très présente dans le mouvement des Gilets jaunes il y a 2 ans. Et là où on voit que les politiques et même les économistes, d'une certaine façon, n'osent pas aller, il y a un point qui est sur celui du logement. On a cette étude de France Stratégie qui montre que ce poids énorme des dépenses liées encore une fois au logement, ça passe par le loyer évidemment, les charges, l'assurance de sa maison, de son logement, le remboursement de l'emprunt, et dans ce qu'on appelle les dépenses contraintes, les dépenses préengagées tous les mois qui sont incompressibles. Tout à fait. Cette étude est passionnante parce qu'elle remet bien en perspective depuis 2001. Alors, les chiffres s'arrêtent en 2017, mais en réalité, ça n'a pas vraiment changé depuis 2017. Ça s'est même sans doute dégradé encore. Et donc, il regarde en fait en agrégeant effectivement toutes ces dépenses auxquelles on ne peut pas se soustraire. Donc, c'est le loyer, les remboursements d'emprunts, les charges d'assurance, les abonnements de télécommunications, téléphone ou Internet. Et donc, ils agrègent tout ça et regardent en fait qu'en moyenne, en fait, entre 2001 et 2017, le poids de ces dépenses contraintes est passé de 27% du total des dépenses préengagées à 32% du total des dépenses. Et là où on voit que c'est très Pardon, je comprends bien. Aujourd'hui, un tiers de nos dépenses dans un budget sont des dépenses préengagées. Qui sont des dépenses préengagées, 32%. Ouais. Pour les ménages les plus modestes, c'est plus. Cette part, c'est 41%. Et quand on regarde la décomposition... Quand on ventile, on voit le poids du logement. On voit que le logement représente en fait les loyers ou les charges de remboursement d'emprunt, c'est 70% en fait de cette masse, de cette dépense préengagée. Et donc pour les ménages les plus pauvres, on est passé de 31% des dépenses totales qui sont préengagées à 41% en 2017. Donc, à qui la faute ? À qui la faute ? Parce que sous cette présidence-là, on se souvient, Emmanuel Macron avait promis un choc d'offres en termes de logement qui n'a pas eu lieu. Et donc la réalité, on la connaît, elle n'est pas nouvelle, c'est qu'en France, on ne construit pas assez. Quelles que soient les promesses des différents gouvernements, et quand on écoute aujourd'hui ce qui est proposé un peu partout, on a de quoi être inquiet. Tout à fait.
Le choc d'offres, on ne l'a pas eu. Aujourd'hui, on ne construit pas assez de logements. Alors, on sait bien qu'il faut construire davantage dans les zones tendues. Malheureusement, les délais pour sortir des nouveaux programmes se sont considérablement allongés. Pour des questions quoi? Pour des questions de normes? Pour des questions de normes, pour des questions aussi d'environnement, pour des questions de riverains qui n'ont pas envie de voir la densification au pied de leur maison ou de leur immeuble. Et on voit bien que la question de construire plus, elle est taboue au sein du personnel politique. Chez les Verts, qui oppose d'une certaine façon la construction neuve à l'artificialisation des sols, dans une partie de la gauche qui tire à boulet rouge sur les bailleurs, et même à droite qui ne voit que le sujet de la construction neuve que sous l'angle patrimonial et sur celui des niches fiscales. Donc il y a un angle pour construire plus, Béatrice, c'est de manière horizontale ou verticale ou les deux en général? Il faut sans doute densifier. Ça veut dire quoi densifier concrètement? Accepter. Ça veut dire que dans les villes tendues, on peut dire une grande partie de Paris et de la première et de la deuxième couronne, quand on construit un immeuble de 3 étages, il faut peut-être construire un immeuble de 4 étages. Ça veut dire que dans les constructions neuves, peut-être qu'il faut aussi imaginer dans l'immeuble des logements peut-être plus petits, mais avec des zones collectives. Ça peut être une buanderie collective. En quoi on a plus de logements quand on a une buanderie collective? Pardon? En quoi on a plus de logements quand on a une buanderie collective? Eh bien, parce que vous pouvez construire des plus petits logements et donc vous en mettez plus. Vous densifiez le logement. Le logement, il peut se faire à la fois en densification en hauteur, mais il peut se faire aussi par des logements qui sont un tout petit peu plus petits. Vous pouvez gagner 3, 4, 5, 6 mètres carrés par logement en faisant une partie collective plus importante, ce qui vous permet au final d'en rajouter sur l'ensemble de la construction 1 ou 2. La question de la construction pour vous en France, c'est tabou, quelles que soient les formations politiques? C'est un tabou majeur. On voit bien que là, alors que la campagne présidentielle débute, personne n'en parle. On prend la question du bien vivre de son revenu par le biais du salaire, alors qu'on voit qu'on a fait déjà beaucoup et que le gouvernement a déjà fait beaucoup en termes d'allègement de charges, et que les charges, c'est pas un poids, les charges sociales que l'on paye, ça sert aussi à financer un État-providence. Et comme disent les syndicats, les charges, ce sont aussi des cotisations. Et qu'on ne peut pas voir tout le temps la question du salaire par une question de la baisse des charges et qu'il faut voir. Quel verrou on fait sauter? Je comprends. Béatrice, quel verrou on finit là-dessus? Quel verrou on fait sauter pour construire plus? Encore une fois, qui est-ce qui freine? Qu'est-ce qu'on fait sauter comme verrou? Voilà, on a souvent parlé de la question du foncier qui était trop cher, des édiles et de certains maires qui délivraient trop lentement et trop peu de permis de construire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que il y a à la fois des mesures peut-être fiscales pour remettre davantage de biens sur le marché, ça c'est sans doute vrai. Et puis il y a un vrai débat dans les villes avec les associations de riverains. Je pense que faire comprendre que la construction neuve, c'est pas quelque chose de mal et on peut construire aujourd'hui, il n'est pas question de construire les barres d'immeubles qu'on a pu faire dans les années 50 ou 60 qui ont répondu à un besoin. Je critique pas ce besoin parce qu'il fallait de toute façon reconstruire et puis loger les gens. Donc il a fallu faire ça. Mais il n'est pas aujourd'hui question de refaire ce type de construction. Personne ne le propose. Mais le Paris haussmannien s'est construit plus haut. Il faut peut-être réfléchir aussi à ça. Et il y a en tout cas poser le sujet, et le mettre dans le débat et sortir de cette question taboue permet aussi de faire accepter dans l'opinion publique, quand vous avez à côté de chez vous un projet de logement, de construction d'un immeuble, qu'il n'y ait pas 25 recours qui bloquent et qui allongent considérablement la sortie des projets. Bon, allez, merci beaucoup. Au point de vue signé Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Merci Béatrice, bonne journée. Merci, bonne journée. Salut.